Un kiné du sport n'est pas obligé de prendre en charge des sportifs de haut niveau, mais c'est absolument pas le gold standard et l'objectif ultime de la kinésithérapie du sport que d'être kiné de club. C'est pas parce qu'on est kiné en club qu'on est meilleur que le kiné qui est en cabinet, qu'on est plus compétent. On peut pas en tant que kiné se retrouver complexé par quelqu'un et se retrouver jugé dans le statut qu'on doit lui donner ou dans sa façon de pratiquer. La majorité des patients qu'on va avoir en libéral, c'est le kiné qui va gérer quasiment du début à la fin de la prise en charge. La question c'est de savoir est-ce que je suis en capacité d'aller jusqu'au bout de la prise en charge. Il ne faut pas non plus hésiter à réorienter, à déléguer quand on sent qu'on est limité. Mais la littérature, elle est assez claire. Aujourd'hui, la chaîne ouverte n'est pas un problème et n'est pas à risque de laxité sur le transplant. On se rend compte que quand on va imaginer un mouvement, on peut avoir jusqu'à 80% de la stimulation des aires motrices activées, de la même façon que si tu réalisais le mouvement en lui-même. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lecor, qui est kinésithérapeute du sport, mais qui s'est également formé en préparation physique. Alors aujourd'hui, ça va parler de kiné du sport, de traumatologie du sport, mais également des enjeux de travailler dans un club avec des sportifs de haut niveau, mais aussi de ligaments croisés antérieurs, de chaîne ouverte, de l'importance du travail neurocognitif dans nos rééducations du ligament croisé antérieur, mais également aussi du continuum coach-kiné, où est-ce qu'on se situe, quand passer la main au préparateur physique. Bref, il y a plein de questions et pour avoir les réponses, je vous souhaite un très très bon épisode. Merci pour votre confiance et ciao ciao. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Academy, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1h30, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Ouais, et c'est vrai que tu disais un truc là tantôt qui était intéressant, c'était sur Tu dis le fait de tantôt, toi. Ah oui, c'est vrai, tantôt. C'est tout à l'heure. Non, c'est quoi? C'est comme ça qu'on dit. Tantôt. Et pourtant, tu sais que j'ai fait un effort pour pas dire 90. Hein. Non. J'essaye de dire 90. Maintenant, je suis drillé. Mais en gros, tu disais que c'était intéressant et c'était nécessaire de s'intéresser au sport du patient. Et ça, je trouve ça très juste aussi, même dans ce cadre-ci, dans le sens où il y a des patients où moi, leur sport en tant que tel, je considère que je m'y connaîtrais toujours moins, à part si je passe énormément de temps dessus, mais que leur préparateur physique ou qu'un coach spécialisé là-dedans. Tu vois, j'ai eu par exemple un jour un joueur pro de bowling. Ah ouais. J'avais jamais eu. Et honnêtement, je pouvais. Alors, tu peux analyser la bioméca du sport. J'avais fait mes petites recherches, mais par exemple, le bowling, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ouais. Et donc, tu fais un peu des extrapolations sur les contraintes qu'il peut avoir. Mais après, il y a un moment où je disais, mais en fait, pour la suite, va voir ton coach, va voir ton machin. Ouais. Parce qu'il maîtrise mieux, il fait ça depuis 10 ans, il voit des joueurs de bowling tous les jours. Et donc ça, je pense que c'est pour revenir sur le fait qu'effectivement, c'est important aussi de pouvoir déléguer et que ce n'est pas d'office un affront à nos compétences. Exactement. Pour autant. Déléguer, puis savoir rester humble, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire. Moi, j'ai eu la même réflexion que toi. Donc, tu sais, j'ai fait un master en préparation physique. On se dit, c'est cool, ça veut dire que tu as la casquette préparateur physique. Aujourd'hui, à aucun moment, je me considère préparateur physique et je me sens tiré totalement incompétent à l'idée de gérer, par exemple, une préparation physique d'un sport collectif. Moi, je suis escrimeur au départ.
je connais bien mon sport de pratique et mon sport d'expertise. J'ai bossé comme kiné dans des clubs. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est maintenant habilité ou qui se sent suffisamment compétent pour pouvoir gérer une préparation physique d'un groupe, d'un collectif ou même d'un athlète sur certaines phases. Mais par contre, c'est savoir utiliser ce qu'on a appris, savoir utiliser les ressources qu'on a eues pour pouvoir améliorer sa prise en charge. Et au moment où on voit qu'on est limité ou qu'on ne progresse plus ou qu'on a besoin d'autre chose, et ben ouais, c'est là où je trouve que c'est plutôt sain de se dire peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'épauler. Ça peut passer par le club, ça peut passer par l'entraîneur. Et c'est là où la relation entre un kiné et un entraîneur, ça peut donner des moments de relationnels passionnants. Hein. Je te parlerai peut-être d'un de mes athlètes, Thomas Gaugois, qui était aux Jeux Olympiques. La relation que j'ai avec son entraîneur depuis 1 an et demi, elle est incroyable parce qu'on est dans l'échange permanent, dans le questionnement permanent. Il s'intéresse énormément à ce qui est fait en réathlétisation, préparation physique, rééducation avec moi. Moi, je m'intéresse énormément sur ce qu'ils font sur le plan technique, sur la programmation, la planification. Et en fait, c'est des échanges qui sont passionnants. Donc ça, quand on peut les créer, eh ben, c'est gagné. Parce qu'au final, celui qui va bénéficier de cette bonne relation, c'est le sportif blessé ou le sportif que tu accompagnes. Donc Ouais. ça, c'est très sympa. Totalement d'accord avec toi et c'est une belle façon de voir les choses, je trouve. On parle souvent, tu vois, dans le cadre de blessures ici, pour un petit peu continuer, on parle souvent de gestion de la charge. Ouais. Je pense que c'est l'un des points cruciaux de toutes nos rééducations. Au final, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent quand même une question de charge, surtout dans le sport. Est-ce que toi, tu aurais des astuces pratiques pour aider les kinés qui nous écoutent à peut-être mieux gérer la charge avec leurs patients? C'est-à-dire, toi, typiquement, quand tu es face à un patient, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire au niveau de la charge? Bon, c'est une question très large, hein, Ouais. tu la réorientes comme tu veux, mais Merci. le gars, il te balance la patate chaude. Débrouille-toi avec ça. C'est ça. Non, mais l'idée, c'est voilà, on a tous parfois des petites astuces Ouais. ou des petites règles, entre guillemets, qu'on se fixe. Voilà, c'est pour avoir un petit peu, toi, ton avis là-dessus. Parce que je sais qu'on a aussi, nous, sur Full Physio, par exemple, des fiches d'éducation thérapeutique sur la douleur, etc. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ton avis aussi là-dessus. Moi, encore une fois, le sport qui m'a éveillé le plus à ça, c'est le rugby. Hein. C'est le rugby pro où tu as toute une armée de préparateurs physiques, dont un qui est là justement pour le suivi de la charge, pour la data, où le matin, tu as le monitoring systématique des joueurs quand ils arrivent avec un auto-questionnaire d'état de forme. Hop, les mecs remplissent, ça va donner les premiers indicateurs. Et là, tu as déjà une information de charge, une information de ressenti, une information d'état de forme à l'instant T. Ensuite, tu vas avoir la mise en place de quelques tests clés, tests de grippe, tests d'hypoextensibilité de la chaîne postérieure. Éventuellement, ça se fait assez régulièrement un CMJ. Et puis là, pareil, tu accumules de la data, tu accumules de la donnée, jour, jusqu'à un moment où tu vas avoir des pics, positifs ou négatifs, qui doivent, pareil, être un critère, un indicateur de « Ah, il se passe quelque chose ». Ensuite, tu vas avoir tout le suivi de la charge externe qu'on connaît, de la quantification en musculation, de ton nombre de séries, de ton nombre de répétitions, ton tempo, ton temps de récup, du tonnage, qui va donner aussi un indicateur à celui qui suit. Après, tu as la donnée cardio, cardio-fréquence mètre, qui va te donner avec la fréquence cardiaque, si elle est utilisée ou pas, encore un autre indicateur énergétique, etc. etc. Et puis après, tu as le RPE de fin de séance, comment tu as vécu la séance, etc. Et heureusement qu'il y a un mec qui gère tout ça. Parce que très sincèrement, si en libéral, toi, tu te dis, tiens, je vais essayer de faire la même chose, en fait, ta charge, on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Ouais. Et c'est là où, pareil, il faut pas avoir de complexe et il faut déculpabiliser grandement quand on est en libéral. On ne peut pas faire ça. C'est impossible de faire ça à l'échelle de nos patients en libéral, à un patient par demi-heure sur 20 patients par jour. C'est impossible d'avoir ça. Alors peut-être, par contre, on peut essayer de le réduire, d'essayer de déterminer des critères qui sont plus faciles à quantifier, plus faciles à prendre et plus faciles à accumuler. Juste le critère de fin de séance, de fatigue, le critère en début de séance d'évaluation de la douleur sur juste du 0,10, de la douleur, de la fatigue, du ressenti post-séance, et ça va te donner déjà 3 indicateurs, 3 critères que tu peux t'amuser à suivre sur un petit tableur Excel facile à faire pour voir un petit peu comment ça évolue. Et puis après, il y a ce que tu vas proposer dans ta séance, que tu vas essayer de quantifier, puisqu'on adore dire systématiquement que le plus important, c'est la remise en charge progressive. Mais pour pouvoir dire qu'elle est progressive, il faut pouvoir suivre la progression. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle quantité de travail tu proposes? Donc, tu as d'un côté la quantité de travail que tu proposes, d'un autre côté, la douleur ressentie à l'instant T le jour J,
et en fin de séance, ta notation de l'impact et du ressenti de la séance qui a été réalisée. Et bien avec ça, on arrive déjà à avoir un suivi. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Tous les grands fans de la charge de travail, du training load, etc., ils vont nous dire que c'est pas suffisant, que c'est pas comme ça, que c'est pas assez. Mais encore une fois, ne culpabilisons pas. Il faut faire aussi avec les moyens en temps et en énergie qu'on a disponibles. Mais déjà, si on arrive à Mhm. déterminer quelques critères comme ça de suivi, du ressenti, du suivi charge externe et de l'évolution de la douleur, je pense que c'est déjà trois gros critères qu'on peut essayer de suivre de façon un peu plus régulière sur nos patients. Et puis après, on peut Mhm. aussi sacrifier certains patients. On n'est pas obligé de le faire sur tous les patients. Peut-être qu'il y a dans ta journée certains patients qu'il va falloir prioriser sur cet aspect-là. Ouais, ouais, c'est Mais pas simple, hein? ouais, et puis on en revient en fait que c'est clair qu'en libéral, tu vois pas tes patients tout le temps non plus. Tu les vois, enfin moi, tu vois mes patients en libéral, à part les post-opératoires, je les vois une fois par semaine généralement. Les coureurs, je les vois généralement, mais du coup, on se donne des nouvelles quand même sur WhatsApp, mais je les vois une fois toutes les 2, 3 semaines parce qu'en fait, c'est souvent de la gestion de la charge. Ils sont assez autonomes, je leur donne des exercices, mais ils m'envoient un feedback toutes les semaines et on adapte. Mais tu vois, c'est pas, il n'y a pas ce truc où tu les vois très très régulièrement. Ben, Mais bon, la mise en place du test un peu systématisé ou de la prise de données systématisée, encore une fois, elle n'est pas possible elle est pas possible partout. Et je te dis, même en club pro, tu as une personne qui est dédiée à ça pour gérer tout un effectif. Et puis, pour encore culpabiliser encore moins, il faut aussi être clair, j'ai rarement vu un préparateur physique sortir un joueur parce qu'il y avait un indicateur inquiétant et dire à l'entraîneur, ah non, désolé, lui, il ne s'entraînera pas. C'est pas ouais. arrivé tant que ça aussi. Donc, tu vois, même quand c'est suivi, souvent, on fait quand même le constat a posteriori de qu'est-ce qui a pu se passer, et là, on va regarder les datas. On n'a pas encore non plus un modèle scientifiquement fluide, clair, éprouvé, et des systèmes aussi de prise de données qui permettent de faire ça de façon facile, économique. Donc, voilà, encore une fois, il faut déculpabiliser vachement sur ça. Enfin, voilà. Et puis, on aura toujours sur les réseaux ou ailleurs des gens qui diront qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, que c'est un scandale de ne pas prendre en charge telle donnée, telle donnée, telle donnée. Mais encore une fois, il faut voir quel métier on fait et on ne peut pas tout faire et on ne peut pas répondre à toutes les composantes dans nos prises en charge. Ouais, c'est jamais comme dans les livres au final, hein. Non, C'est jamais aussi limpide. non. Et même comme tu dis, les ratios aigus sur chronique, enfin de charge aiguë sur chronique, même ceux-là sont remis en cause parce qu'on se rend compte que c'est pas tellement valide. Enfin, ça dépend un petit peu de la population, de Bah, machin. d'une, ils sont remis en cause, mais est-ce que toi, concrètement, tu as réussi à le mettre en place, ça, dans ton suivi de sportif, de Non, patient? je l'utilise pas parce que c'est pas pratique pour moi, pour ma pratique C'est libérale. ça. Moi, honnêtement, je me fie souvent à ce qui a été fait avant la Ouais, blessure, en essayant d'identifier un petit peu la surcharge. Et puis après, je regarde tout ce qui est douleur et je monitore la douleur. Pour moi, c'est un gros indicateur. bien La sûr. douleur pendant, après et le lendemain matin, la raideur. Ces indicateurs-là sont beaucoup plus simples aussi à comprendre pour le patient que un ratio de machin où il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Je dis pas que c'est inutile, mais voilà, avec monsieur et madame tout le monde, Avec à pondérer sur la douleur quand même, parce que ça arrive assez souvent, surtout dans les pathologies musculaires, le sportif qui dira ah ben là j'ai plus mal au bout de quelques ouais. jours, parce que oui, spontanément la douleur eh ben, elle va diminuer, et puis il va dire ben oui, ben, comme j'ai plus mal, je vais pouvoir ressolliciter et refaire certaines activités, mais pour le coup qui deviennent Ouais, un peu trop précoces parce qu'on n'a pas validé les étapes d'avant. On en ouais. revient toujours nous un peu à la même chose, hein, à nos critères cliniques à valider, à notre progressivité au sein de nos critères qui nous permet d'avancer vraiment étape par étape en minimisant la prise de risque et un gap trop important de sollicitation, de sursollicitation. Et puis après, Mhm. celui qui arrive à extraire quelques critères, quelques données chiffrées, eh ben, tant mieux. Si vous êtes équipé au cabinet d'une machine ISO, eh ben, ça, sur les pathologies musculaires, c'est quand même super confortable. Je veux dire, on connaît la valeur de la jambe saine, on connaît potentiellement les valeurs avant la pathologie, on sait à quel pourcentage on va travailler et on peut comme ça incrémenter petit à petit voilà, en suivant ce qu'on demande. Et on incrémente Mhm. l'amplitude, on incrémente la vitesse et on incrémente l'intensité produite. Bon, ben ça, c'est des outils qui permettent de faire ce suivi par palier, ce suivi progressif. Après, Ouais. sur la quantification de la charge en elle-même, encore une fois, voilà, il y a plein de choses qui existent.
Si on arrive déjà à en extraire pour du libéral quelques indicateurs, douleur, fatigue et charge mécanique, en quantifiant un petit peu ce qui se passe au niveau de ce que vous donnez en volume de course, en musculation, en pédalage, etc. Et ben, ça permet déjà d'avoir un suivi qui est assez cohérent. Ouais, et encore, là, comme tu dis, aller monitorer la force comparé au côté sain, etc. Quand ça va quand tu es en club et que tu vois encore une fois le sportif. J'en reviens toujours à la même histoire, mais c'est parce que ça me fait penser au cabinet. En fait, moi, la plupart des nouveaux patients, ben, j'ai aucune donnée avant, en Ouais. fait. Tu vois, ils viennent et ils ont mal. Ils savent plus ou moins, on arrive à identifier pourquoi, en tout cas, depuis quand ils ont mal et qu'est-ce qui a causé ça, Ouais. en tout cas en termes de mécanismes et d'événements. Mais à part ça, on n'a pas de data. Et donc, en fait, même si j'avais une machine ISO, bon, ce serait cool, hein, mais au cab, je me dirais, OK, bah, si je teste, si je compare à l'autre jambe, on a des données maintenant qui montrent que bah, l'autre jambe n'est pas toujours super fiable, c'est mieux que rien, mais parfois elle est aussi atteinte, entre guillemets. Et donc, c'est pas toujours un indicateur 100% OK. Et donc, Si on avait c'est la la boucle. recette, hein, de toute façon, on aurait moins Ouais, de c'est ça. blessures. Aujourd'hui, la pathologie musculaire, elle est toujours aussi fréquente en sport collectif et dans les sports à haute intensité. L'entorse de cheville, elle est toujours là. La rupture du ligament croisé, elle est toujours là. Donc, Ouais. de toute façon, c'est sûr, on n'a pas encore d'indicateur parfait. Euh, Essayer de maîtriser toutes les composantes et tous les indicateurs, ça nécessite beaucoup de ressources humaines et puis financières, parce que pareil, hein, en club, tous les clubs essayent de s'appuyer sur des plateformes qui existent, qui permettent de collecter la donnée et de la traiter, mais ça, c'est des coûts qui sont énormes, et même dans certaines structures de très haut niveau avec des budgets importants, ils ne le font pas. Voilà, hein, le Stade français, moi, pendant les 7 années, il n'y a jamais eu une plateforme qui arrivait. C'était et le sport scientist qui gérait la charge, il gérait ça avec son gros tableur Excel, mais qui avait été énormément travaillé, etc. Mais encore une fois, pour pouvoir investir dans la gestion de la charge, c'est un métier. C'est un vrai métier et ce n'est pas forcément accessible encore aujourd'hui parfaitement et adapté au libéral. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais de rééducation par critères et même de ligaments croisés. Mm. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ça, Ouais. parce que je trouve que c'est une pathologie quand même hyper connue chez les kinés musculo-squelettiques. Et notamment parce qu'au final, on pourrait faire un podcast entier. On en avait d'ailleurs pas mal parlé avec Florian Forelli, qui Mm. était le premier invité du podcast Entendons il y a un Un an, très bon choix un peu plus d'un d'intervenant an. pour le ligament croisé. Voilà. Et il a d'ailleurs même fait une masterclass Ouais. sur Full Physio et une conférence aussi. Enfin, il a participé à la conférence LCA qu'on avait organisée. Bref, tout ça pour dire, un sujet qui fait hautement débat et que j'aime bien aborder avec les personnes qui ont des affinités avec les ligaments croisés comme toi, c'est cette histoire de chaîne ouverte. La fameuse. Parce que j'aime bien recueillir un peu des avis, parce que je sais très bien, enfin très bien non, mais je suppose que si on se base sur la littérature, on sait aujourd'hui que c'est un petit peu flou. Il y a un peu une zone grise. Au C'est final, moins flou qu'avant quand même. C'est moins flou ouais, qu'avant. Je crois ouais, qu'aujourd'hui, la littérature, elle est au contraire plutôt claire sur le sujet. Je pense que le flou, ouais, il n'est pas dans la littérature aujourd'hui. Le flou, il est plutôt dans la pratique, ok, dans la pratique ouais, clinique des uns et des autres. Mais la ouais, littérature, elle est assez claire. Aujourd'hui, la chaîne ouverte n'est pas un problème et n'est pas à risque de laxité sur le transplant. Donc la chaîne ouais, ouverte peut être intégrée de façon précoce parce qu'elle n'est pas à risque et doit être intégrée de façon précoce parce que va permettre une meilleure récupération des qualités musculaires et des qualités musculaires analytiques dont on a besoin, principalement avec toutes les problématiques d'AMI et d'inhibition neuromotrice qu'on peut avoir en post-trauma ou en post-chirurgie. Donc la chaîne ouais, ouverte aujourd'hui, on est plutôt rassuré sur le plan scientifique. On nous dit qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont intéressés, je pense que mais Florian, il en avait parlé, il avait dû mettre tous les liens divers et mhm, variés des articles, mais on pourra les faire passer ouais, si besoin. Donc la chaîne ouverte est autorisée. Dans les recommandations internationales, il y a pas mal de pays quand même qui aujourd'hui indiquent qu'il faut faire de la chaîne ouverte de façon précoce. Et nous, on est en train d'y venir aussi dans nos recommandations. Mais encore une fois, après, il y a une vérité qui, ça, ne bougera pas, c'est qu'on est soumis à la recommandation post-opératoire, à la recommandation du chirurgien.
Et si vous avez un chirurgien qui indique et qui ne refuse qu'il y ait un travail en chaîne ouverte qui soit fait de façon précoce, encore une fois, c'est le chirurgien qui opère, c'est le chirurgien qui décide. Et peut-être qu'il fait cette recommandation-là parce qu'au moment de la chirurgie, quelque chose a fait que la chaîne ouverte, pour lui, n'est pas indiquée. Donc, Ouais. au-delà de la recommandation du chirurgien, si on fait abstraction de ça, la littérature nous dit qu'on est plutôt sécure à faire de la chaîne ouverte. On va plutôt privilégier une ambulation de 90-45 en première intention sur le premier mois. Donc, généralement, on essaye de laisser passer les premières semaines la phase vraiment très aiguë. Voilà. Et puis, à partir de 4 semaines post-opératoires, commencer à réintégrer ce travail en chaîne ouverte sur une amplitude restreinte moins contraignante au niveau articulaire, et puis gagner petit à petit 10 degrés par 10 degrés pour se retrouver en amplitude complète le plus rapidement possible. Donc la Ok. chaîne ouverte, elle est faisable. Le travail isocinétique en mode passif ou actif aidé, il se fait aussi de façon assez précoce. Moi, avoir quelqu'un qui travaille en chaîne ouverte 4-5 semaines post-opératoire, c'est quelque chose qui me paraît plutôt logique et normal aujourd'hui pour une prise en charge d'un croisé. Sauf indication contraire du chirurgien, et encore une fois, c'est l'indication du chirurgien qui prime, c'est auprès de lui qu'on est aussi un peu redevable. Ouais. Mais ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Quand je disais zone grise, c'était plutôt pour parfois le délai. On sait que la chaîne ouverte Mm. précoce est totalement OK, mais parfois, je trouve que c'est pas hyper clair. Là, tu as cité 4 semaines, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'entre 0 et 4 semaines, on fait rien? Et quand je dis zone grise, c'est aussi au niveau de la charge, parce que chaîne ouverte, ça peut être en bord de table, juste leg extension, mais sans rien, juste au poids de corps. Parfait. Tout comme ça peut être avec un 5 kg de leg extension. Et pour moi, ça, je trouve que c'est. En tout cas, moi, j'ai pas vu de data super claire sur le Non, sujet. tout à fait. Il y a des recos, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait en fait entre 0 et 4 semaines? En, Tu vois? en, ta première phase de rééducation, ta phase aiguë, de toute façon, tes trois objectifs majeurs, ça sera avoir un genou sec, gérer Ouais. le côté inflammatoire, œdème, hématome de ton genou, récupérer ton 0 degré d'extension et avoir un quadriceps euh, contractile en chaîne ouverte, donc dans sa capacité isométrique à contracter jambes tendues, et aussi en chaîne Mhm. fermée. Ça, c'est nos trois grands objectifs de notre première phase de rééducation sur notre croisée. Donc évidemment, là, il ne s'agit pas d'aller mettre son patient en leg extension avec résistance distale et lui demander d'aller faire de la contraction de son quadriceps en chaîne ouverte. Oui, Ouais. chaîne ouverte, pareil, une fois qu'on a dit ça, ça veut tout dire et rien dire. C'est comme on dit, il faut s'étirer, ça veut tout dire et ça veut rien dire. La Ouais. première intention, c'est d'avoir un quadriceps qui verrouille, le fameux verrouillage du quadriceps, et lutter au maximum, et on en parle, on n'arrête pas d'en parler, du risque d'arthrogénique muscle inhibition, qu'on appelait avant sidération du quadriceps. C'est juste le mécanisme un peu de neurophysio qu'on comprend un petit peu mieux aujourd'hui. Euh, Mhm. donc, ce travail précoce d'activation du quadriceps va être la première phase à valider pour pouvoir basculer sur l'étape d'après, sur le début de ton travail en chaîne ouverte à poids de corps, en bout de table, avec une résistance manuelle légère si tu as envie, avec du BFR si tu as envie, qui va lui-même après induire sur ta phase de force et de vraiment la phase force neuromusculaire qui va permettre là d'incrémenter, de mettre de la charge additionnelle sur ta chaîne ouverte ou de basculer sur un renforcement un peu plus intensif sur machine isocinétique. Mais toi, Ok. c'est des étapes à valider. C'est un, je réponds à mes trois objectifs majeurs et une fois que ces objectifs majeurs, ça va me permettre de rentrer dans ma phase 2, ma phase force neuromusculaire, dans laquelle je vais pouvoir incrémenter ma résistance et ma contrainte sur ma chaîne ouverte. Ok. Et ça Donc fait arriver, même si. si on Ouais. n'aime pas parler délai, c'est un petit peu les recommandations aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, mais la recommandation sur la chaîne ouverte, c'est vrai qu'il y a cette notion de 4 semaines qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'articles. Donc Ouais. aussi, on sait a priori qu'autour de 4 semaines, on peut commencer à travailler en chaîne cinétique ouverte en incrémentation progressive. Encore une fois, on ne commence pas en leg extension à 50 kg, voilà, et on fait évoluer notre éducation en intégrant cette chaîne ouverte. Ok. Ok. Donc voilà, ce délai des 4 semaines est quand même intéressant à garder en tête, Ouais, ne serait-ce que pour avoir un objectif aussi, quoi. 4 semaines, amplitude restreinte au départ, un peu comme les syndromes fémoro-patellaires, tu sais, on commence Ouais. sur une amplitude contrôlée en chaîne ouverte, et puis on incrémente petit à petit. Ce qui va être intéressant, c'est d'abord de récupérer une amplitude totale, et une fois qu'on a l'amplitude totale, de pouvoir commencer à incrémenter au niveau de la résistance.
Voilà. Mhm. Si on est un peu frileux, eh bien, on met la résistance plutôt proximale au niveau tiers proximal du tibia. Et puis quand on commence à être un peu à l'aise, eh bien, on y va avec une résistance un peu plus distale. Mais Mhm. au, entre 3 et 4 mois post-opératoire, quand la rééducation est suffisamment intensive et qu'elle se passe bien, on a un premier test isocinétique qui arrive. Donc, aller tester quelqu'un à 3 mois post-opératoire sans qu'il ait jamais fait de chaîne ouverte avant, pareil, c'est assez paradoxal. Donc, c'est pour ça Ouais. que cette reprise précoce, il faut la faire. Et d'autant plus, c'est qu'on sait aussi aujourd'hui qu'en termes de sollicitation et d'activation de notre quadriceps, on sera beaucoup plus efficace sur ce travail ciblé, ce travail analytique du quadriceps. Combien de Mhm. patients on a eu ou on a vu, et nous les premiers, ça nous arrive tous de faire un peu parfois de la merde dans nos rééducations. Moi, j'ai souvenir de mes Ouais. premières rééducations des croisés. Ah ben oui, ça squatte, ça fait de la presse, mais finalement, quelle était la part réelle de l'activation et de la contraction du quadriceps à ce moment-là? Ben, en Ouais. fait, on se rend compte qu'on a suffisamment de mécanismes de compensation pour que notre patient, en fait, il travaille en chaîne postérieure, en grand fessier, en ischio-jambier, et que finalement, le quadriceps soit très peu activé sur son travail. Et on se Mhm. retrouve dans certains cas à 6 mois post-op, au moment où on commence à faire un bilan un peu complet, avec un quadriceps qui s'active pas, qui verrouille, voilà, avec une activation Ouais, de qui est mauvaise dans les qualité. choux. Donc le Ouais. travail analytique, il a cette force-là quand même. Hein, la chaîne Ouais. ouverte, elle a cette force-là. Ouais, c'est clair. Et un deuxième aspect hyper intéressant, hyper aussi en vogue, même si ça fait des années, je pense qu'on en Mm. parle, mais qui ressort beaucoup, c'est cet aspect de travailler le cerveau Ouais, en rééducation du croisé. Au final, c'est une notion qui peut sembler, on va croire que j'aime bien le mot flou, mais parfois un peu flou. Tu te dis, bon, ça veut dire quoi, travailler le cerveau? ouais. Voilà, pour ceux ou celles qui nous écoutent, comment expliquer ça simplement? Ça signifie quoi, en fait, bosser le cerveau en rééducation? Ouais, le premier message qu'il faut avoir, c'est que au moment où on se blesse, on va avoir une modification au niveau de notre cortex qui va faire qu'on va avoir une modification de nos capacités d'activation, de stimulation de certaines aires motrices sur la jambe lésée. Et qu'il va falloir, et ça, c'est des mécanismes de protection qui sont mis en place. Parce que comme la zone est lésée, naturellement, on a un système de protection qui se fait pour décharger la zone à risque, la zone lésée. Et ça, notre cerveau le fait spontanément. Et le constat, c'est maintenant, ça fait 15 ans sur le croisé, sur la lésion musculaire, qu'on parle de ces problématiques de neuroinhibition post-traumatique. Et ben, on se rend compte que même dans les moments de reprise, on a toujours un déficit d'activation, toujours une inhibition de certains groupes musculaires. Les ischios, on parlait beaucoup du biceps fémoral. Et on se rend compte qu'en fait, l'activation du biceps fémoral est moindre au profit d'une suractivation du semi-membraneux et qui est donc potentiellement à risque de récidive de blessure du biceps fémoral. Ça veut dire que notre cerveau spontanément a mis en place un système de protection pour décharger notre biceps, et si on n'a jamais réactivé ça, eh bien on va se retrouver à continuer une rééducation en surstimulant et en suractivant un semi-membraneux au détriment d'un biceps fémoral qui lui-même était lésé et qui en plus de ça va reprendre une activité à haute intensité avec une moindre qualité d'activation. Et sur le ligament croisé, c'est la même chose. Donc il va falloir redonner de l'information entre le cerveau et le muscle. Et ça, on va pouvoir le faire avec plein de méthodes particulières. Et une que moi j'affectionne particulièrement, et ça c'est un peu le master en prépa physique, prépa mentale qui m'a ouvert à ça, c'est toute la notion d'imagerie motrice. On se rend compte que quand on va imaginer un mouvement, on peut avoir jusqu'à 80% de la stimulation des aires motrices activées, de la même façon que si tu réalisais le mouvement en lui-même. Donc ça fait Ah toujours ouais. penser quand on voit Rasta Rocket et avant de partir sur la piste, ce travail d'imagerie mentale qui est fait pour visualiser, ce travail de visualisation de trajectoire, ou le buteur au rugby, ou le lanceur en touche, cette visualisation de trajectoire pour finalement avoir une préactivation motrice. Ben, ce Mm. travail-là, c'est déjà un travail qui va permettre de faire travailler le cerveau et qu'on peut mettre en place de façon très très précoce. Alors on parle beaucoup de la méthode Aliane en ce moment aussi, qui est une méthode qui va permettre d'accompagner le lever de ces neuroinhibitions motrices. Mais la méthode Aliane, c'est la combinaison de plusieurs choses, dont l'imagerie motrice. Donc l'imagerie motrice, c'est quelque chose de gratuit, d'accessible à tous. Il faut un petit peu se former. Il y a des... Moi, mon formateur en master, c'était Emery Guillot, qui est un mec incroyable sur l'imagerie mentale. Et en fait, on se rend compte que déjà, avec cette méthodologie-là, là, on peut commencer à faire travailler le cerveau. Voilà, juste en imaginant un mouvement, en imaginant une contraction, en recréant des schémas, on va avoir une activation de nos aires motrices, au même titre que si on réalisait un mouvement. Ok. Et Ça, c'est il y a juste tout ce qui est ouais, aussi, ouais. c'est un pan. Après, il y a tout le reste sur la partie Ouais. cognitive, charge attentionnelle, double tâche, focus Ouais. externe.
tous ces éléments-là qui vont nous accompagner aussi dans la rééducation d'un croisé, par exemple. Ok. Et est-ce que tu aurais juste, je ne sais pas si tu devais dire un exemple concret d'exercice, voilà, mais pour imager un petit peu, pour ceux ou celles qui nous écoutent, par exemple, un exercice en double tâche, qu'est-ce que c'est, par exemple, et un exercice, voilà, un autre exercice un petit peu cognitif. Est-ce que tu en aurais là sous le Ouais, coude? quand on parle d'exercices en double tâche ou d'exercices cognitifs, par exemple, c'est quand on vient faire un travail en changement de direction. On peut faire un travail Ouais, en changement de direction sans aucune sollicitation particulière, où on va juste mettre un parcours au sol sur le terrain et le joueur va devoir organiser sa gestuelle avec les obstacles qu'il a devant lui. Là, ouais, il n'y a pas de charge cognitive, il n'y a pas de double tâche. Il maîtrise la gestuelle, il sait où il doit aller. La double tâche, ça va consister potentiellement à intégrer un ballon, à intégrer des ordres qui vont lui donner des directions à prendre, lui donner des couleurs, lui donner une association de couleurs et de tâches à faire, qui vont venir perturber un petit peu le schéma préétabli et justement travailler un petit peu plus sur des notions d'anticipation et pas sur des notions juste de réaction. Donc ouais. il va falloir arriver à intégrer des schémas d'anticipation et réintégrer aussi dans le cerveau nos engrammes moteurs, nos schémas moteurs prédéfinis qu'il va falloir retravailler. Et c'est aussi la répétition de situations qui va permettre d'ancrer nos schémas moteurs. Ok, ok, top. Trop bien. Mais d'ailleurs, tu parlais des erreurs que tu avais fait dans tes rééducations de croisés. Moi, j'aime bien discuter un peu des Mmh. erreurs que les invités ou que moi je peux faire évidemment aussi, Ouais. hein, mais là, le but, c'est aussi d'écouter aussi ton expérience là-dedans. Quelle serait au final, toi, si tu en as une qui te vient comme ça, la plus grosse erreur thérapeutique que tu aies faite, si tu en as fait une, durant ta carrière, et est-ce que tu voudrais bien nous la partager si elle te vient? Alors, je vais parler de deux anecdotes de club qui sont des erreurs thérapeutiques, mais aussi des erreurs de gestion de situation. La toute première, celle-ci, moi, me fait personnellement toujours un peu rire. J'arrive la première fois donc, au centre de formation du PSG. J'étais en club de rugby avant, donc j'avais l'habitude d'intervenir sur le terrain de façon très spontanée et très directe, puisqu'au rugby, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre la demande de l'arbitre pour intervenir. C'est mon Ouais, premier match de foot, et en fait, mon erreur, ça a été justement de ne pas suffisamment bien connaître le sport que j'encadrais. Je ne me suis pas renseigné sur qu'est-ce qu'un kiné terrain avait le droit de faire. Premier joueur de foot qui tombe, donc là j'ai eu l'impression évidemment qu'il y avait une urgence très très grave, donc je rentre tout de suite sur le terrain et je me fais défoncer par l'arbitre, évidemment, parce que j'avais pas le droit de rentrer, parce que l'arbitre ne ouais, m'avait pas invité à rentrer. Donc ça c'est erreur de ouais, jeunesse parce que j'ai pas pris en considération le sport que j'encadrais en tant que kiné et je ne me suis pas ouais. renseigné sur les règles liées au sport et à l'encadrement médical. Ça Ouais, c'est voilà, une petite erreur marrante mais qui m'a marqué. Donc ouais, un kiné du sport doit connaître le sport en tant que tel, mais doit aussi connaître les règles organisationnelles du ouais. sport. Ça, ne faut pas Mhm, oublier. Deuxième situation vécue en club, un joueur qui fait une commotion cérébrale sur le terrain. Dans mhm. les clubs professionnels, tu sais qu'on a les oreillettes avec beaucoup de gens qui parlent en même temps. Et là, Ouais, dans l'oreillette, c'était il faut qu'il se lève, il faut qu'il se lève, il faut qu'il se lève, il faut qu'il se lève. Le joueur était commotionné avec des signes objectifs de commotion cérébrale. Donc le débat aujourd'hui n'existe plus. Hein, je veux dire, signe objectif de ouais. commotion cérébrale, on protège, on évacue le joueur. Et si le signe est de son avéré et objectif sur le terrain, le joueur ne rentrera pas. Dans Mhm, l'oreillette, beaucoup de pression. Et au final, le joueur, donc, dans cette situation-là, s'est relevé. Il se trouve qu'il a récupéré le ballon et qu'il a marqué l'essai. Ensuite, il s'est effondré et il est sorti. Ben ça, c'est une erreur, très clairement. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Comment on fait pour vivre ça? Mais c'est aussi cette capacité dans les clubs, dans les structures professionnelles, de gérer la pression de l'environnement. Et ouais, ça, elle sera là tout le temps. Euh, Quand on n'est pas seul, qu'il y a un médecin, qu'il y a un autre praticien, et ben au moins c'est une décision, on va dire, collégiale et partagée. Quand on est tout seul, et ben il faut pas oublier que c'est aussi notre responsabilité de praticien et il faut évidemment euh, rester en accord avec la décision médicale et que ce ne soit pas une décision sportive qui impacte un ouais. retour sur le terrain. Donc ça, c'est Ok. voilà, erreur de gestion et en même temps, encore une fois, je pense qu'on est beaucoup sur les terrains à devoir faire face à ça et Mhm. parfois on n'a pas trop le choix. Et après, en Ok. erreur clinique pure et dure, euh,
je pense que c'était la gestion des lésions musculaires du mollet. Pareil, c'était les années 2015-2016 où on a eu un pic de lésions musculaires au mollet. Et je pense que, pareil, j'ai trop dans le concept de la gestion musculaire des ischio-jambiers et pas assez de spécificité dans ma prise en charge. Et donc, finalement, rééducation chez un joueur de plus de 30 ans, pilier, avec un poids assez important, et ben, rééducation qui se passe pas bien. On est plusieurs à tenter l'histoire et ça se passe pas bien. Et je pense que maintenant, avec un petit peu le recul aussi de ces 10 dernières années sur le mollet, on se rend compte que la spécificité d'une rééducation, elle est essentielle et qu'on ne rééduque pas un mollet comme on rééduque un ischio et que de toute façon, on ne rééduque pas un muscle, on rééduque un patient. Donc, arriver à prendre un contexte un peu plus global et un peu plus spécifique sur la pathologie en elle-même. Ok, bon, bah, c'est magnifique. Je t'ai demandé une erreur et tu m'en as dit 3, donc c'est trop bien. Quelle générosité. On coupera celle qui te plaît le moins. Ouais, Et... c'est ça. Non, en vrai, c'est top parce que je sais que c'est parfois une question un peu malaisante parce que parfois ça vient pas directement ou quoi. Et alors, les invités peuvent se dire ouais, mais si je dis rien, on va croire que je pense que je suis parfait. Mais c'est pas si évident parfois de se poser, d'avoir du recul sur sa Après, pratique. je pense que des erreurs, on en fait en permanence dans toutes nos séances, en fait. Tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce que ce que tu fais, ça vient pas chanter quelque chose? Peut-être que ce que j'ai fait aujourd'hui à ma joueuse de hand, il y a peut-être deux activités qui collaient pas, et peut-être qu'on peut considérer que c'est une erreur. Enfin, tu vois, tu parles de gestion de charge. Bah, est-ce que j'ai suffisamment monitoré la charge de mon entraînement, de mon patiente, de ma sportive? Peut-être pas. Ça rentre aussi dans la catégorie des erreurs. Donc, on fait plein de petites erreurs cumulées. Mais encore une fois, faut pas se faire trop du mal non plus. Je veux dire, on donne, on réfléchit, on essaie de mettre en place le maximum possible. Si on est là à en parler, c'est qu'on se pose des questions. Et les gens qui regardent, j'espère, s'en posent aussi. Et puis ensuite, c'est d'essayer de tirer un petit peu le meilleur, les bonnes idées et les choses les plus transférables à sa propre activité pour faire quelque chose qui a du sens pour le patient. Hein. Ah oui, et puis je pense que la kiné, il y a toujours une part de test-retest. Tu mets en place des choses, tu vois ce que ça donne et puis tu adaptes. Mais c'est impossible pour moi de trouver directement la bonne façon de faire qui va d'office convenir au patient. Il y a toujours pour moi des micro-ajustements à faire. Et c'est ce que je dis toujours aux patients. Je dis, on essaye ça. Sur base des éléments que j'ai, c'est la solution la plus optimale que je peux vous proposer, je pense. Enfin, et après, on adapte et on avance comme ça. Mais c'est pour ça que même périodiser en kiné, tu vois, dire, OK, on fait ça sur 6 mois, j'exagère un peu, mais pour moi, c'est impossible parce qu'il y a trop d'éléments qui peuvent influencer le comportement clinique, encore plus que chez quelqu'un qui est sain, chez qui déjà, il y a beaucoup de facteurs. Mais là, quand il y a de la douleur, des facteurs psychosociaux qui peuvent influencer encore plus cette douleur, etc., laisse tomber. Et on les maîtrisera jamais tous, ces facteurs. On les connaîtra pas tous. Le patient, il n'a pas forcément envie d'ailleurs qu'on les connaisse. Il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. Quand tu parlais du suivi des gens que tu as une fois par semaine, on peut pas maîtriser tous les éléments. Donc, il faut donner le maximum. Et ensuite, faut, nous, en tant que praticiens, rester humbles parce que la vérité absolue, je pense qu'aujourd'hui, celui qui dit qu'il l'a sur la prise en charge d'un sportif, quelle que soit la pathologie, chapeau. Et si c'était le cas, je pense que ça se saurait. On est dans une profession et dans une spécialité qui est évolutive, qui évolue en permanence. Il faut suivre, il faut s'informer, il faut ajuster, mais il ne faut pas non plus culpabiliser de ne pas être parfait. Hein. Exactement. Mais c'est une belle façon de presque finir le podcast. Je dis presque parce que ici, tu m'as parlé en off que tu avais un de tes athlètes qui venait justement en séance et ce serait super intéressant, comme tu me l'as proposé, mais qu'en fait, ils viennent en tant que cas clinique pour l'épisode d'aujourd'hui et qu'on discute. Voilà, on ne va pas vous prendre trop de temps, mais 3, 4, 5 minutes sur un peu sa situation, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelle était la problématique. Je ferai un cut dans le podcast parce que forcément, là, il n'est pas encore à côté de toi. Et on reviendra sur le cas dès qu'il est là. Mais donc voilà, donc on reprend juste après. Super. Ok, donc nous revoilà avec Thomas Gogoa, qui est donc médaillé de bronze au championnat d'Europe à Rome en 2024 dans la discipline triple saut, c'est ça. Ouais, je viens d'apprendre l'info, donc j'essaye de faire genre, je la connaissais, mais... et donc bien, c'est lui là, avec son... c'est ça. Et
Et donc voilà, je suis hyper content que tu sois là, Thomas. Merci, merci de passer. C'était pas prévu de base, comme ça, vous le savez, mais voilà, Erwan m'a proposé que Thomas passe pour partager un peu son expérience, parce que forcément, il est athlète, il s'est blessé. Erwan l'a aidé aussi dans sa récup. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si vous pouvez nous faire un petit état des lieux en 5 minutes. Dis juste les blessures, un peu la chronologie, rapide. Ouais, rapide. Alors, pour être rapide, merci déjà de me recevoir dans ton podcast. Pour être rapide, j'ai eu 5 blessures aux ischios que j'ai enchaînées en fait, que ce soit à l'ischio droit comme à l'ischio gauche. Mon ischio droit domine parce qu'il y a 3-2, mais en fait, voilà, c'était une récidive sur récidive et j'en avais marre tout simplement. Moi, j'étais à un point où je voulais complètement arrêter l'athlétisme parce qu'il y avait trop de blessures, je ne voyais pas le bout du tunnel. Et donc, du coup, avec mon coach Alain Doré, on s'est concerté et c'est lui qui m'a conseillé justement d'aller avec Erwan. Erwan, c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis 2023 parce que j'étais déjà parti dans la grande infrastructure dans laquelle il est et ça m'avait pas mal plu. Après, malheureusement, j'ai pas pu bosser avec lui. Mais voilà, à partir de fin février, voilà, avant de pouvoir travailler, on a refait vraiment un check-in de tout ce qui allait pas avec les médecins. Et ensuite, de février jusqu'à avril, on a travaillé, quoi. Moi, je suis d'Amiens. Je faisais Amiens, Paris tous les jours, où je me mangeais 4 heures de séance. Paris. Ah ouais. Mais en fait, j'étais tellement déterminé parce que je sentais que c'était un peu mon Eldorado. Moi, je l'appelle l'homme de la situation. Je savais que avec ce qui avait été mis en place, ça allait payer, quoi. Et même dans le fait de découvrir aussi une vraie rééducation, ça a beaucoup changé la donne. Et après, les performances, même déjà avant les performances, il y a eu un stage où je me suis redécouvert, où au niveau de ma course, là j'avais des ischios, ce qui fait que je pouvais faire un cycle, et au niveau des compétitions, c'était que du crescendo, quoi. Que du crescendo. Okay. Il y a eu ma qualif aux Europes, il y a eu ma médaille de bronze au championnat d'Europe où je pulvérise mon record de 51 cm alors que personne ne m'attendait. Nous, on savait que voilà, je pouvais faire quelque chose parce que j'étais en confiance, je savais que mon corps était prêt, parce que mon corps était vraiment prêt, ce qui a découlé en plus sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était une saison qui a été excellente en fait pour moi. Et là, c'est la continuité. Ok. Et en rééducation, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que tu as fait avec Erwan que tu ne faisais pas avant, par exemple? Déjà, tous les préventifs déjà pour commencer. Tous les préventifs pour commencer. Ensuite, Dis, dans les préventifs, tu parles de quoi? Les élastiques. Travail des fessiers, corps training, abdos, gainage, pieds, adducteurs. Il y avait vraiment de tout. Après, au niveau des exos, on bossait beaucoup avec la machine à ISO, qui m'aidait beaucoup, désolé du terme, qui me défonçait assez. Beaucoup en unilatéral aussi, avec le soulevé de terre une jambe, où on mettait du temps sur la descente, on était explosif sur la montée, pareil sur les hip thrusts, en fait tous ces exemples un peu d'haltérophilie que je faisais pas. En fait le constat c'était, alors le constat initial c'est que Thomas il avait quand même des gros déficits au niveau de la stabilité du bassin, de façon assez étonnante pour un triple sauteur très aérien qui a besoin justement d'avoir ce gainage dynamique un peu permanent. Il avait des fessiers complètement dans les choux, un transverse dans les choux, donc il a eu un énorme travail justement juste de contrôle neuromoteur du bassin. Et c'est pour ça qu'on a intégré les routines dont on parlait tout à l'heure. Routine au niveau du bassin, routine au niveau du pied, avoir un pied fort, intrinsèque, extrinsèque. Déjà, si on a cette double stabilité distale et proximale, pour Thomas, ça a fait déjà une première différence et ça fait que les transmissions des forces déjà sont facilitées. Ensuite, il y avait le constat assez fou, et c'est pas que chez Thomas, c'est le vrai pour beaucoup d'athlètes, c'est qu'ils travaillent très peu la chaîne postérieure, étonnamment. Très peu la chaîne postérieure et très peu en lourd. Et quand on a fait le constat des rééducations qu'il avait traversées, aussi, la finalité, c'est que le travail intensif, le travail lourd et la haute intensité n'avaient pas été encore abordés. Mais malgré tout, il avait quand même repris l'athlétisme. Donc forcément, il y avait un peu une petite distorsion là entre ce qu'il avait fait, les intensités qu'il avait atteintes sur son travail de rééducation et de retour terrain, et la réalité de ce qui se passait aux entraînements à haute intensité. Et ce qui a entraîné une succession de blessures, plus tout ce qu'on connaît aussi des inhibitions, des neuroinhibitions
post-lésion musculaire, quand on en enchaîne 5, forcément, on se dit que là, quand on parlait tout à l'heure de l'impact du cortex et de l'inhibition neuromotrice, ben là, on était vraiment dedans. Ouais. Donc le choix, ça a été simple, hein. Ça a été on coupe complètement la clé. Pendant 1 mois et demi, il n'a pas plus du tout fait d'athlé. Et on est reparti sur un cycle de travail, de renforcement, où ça repart vraiment comme une pré-saison, ça repart à zéro. Ça repart à zéro. Wow. Et c'était ça où il a arrêté la clé. Enfin, il était dans un état de toute façon où la clé ne lui donnait pas. Ça passait, soit ça cassait en fait. Il fallait faire une coupure. Ok, donc ça a été une sorte de reboot, quoi. Vous avez repris les bases et vous avez réintroduit de la haute intensité, ce qui était peut-être pas assez fait sur la chaîne postérieure. Et comme quoi, il y a moyen aussi. Félicitations à toi aussi, Erwan, d'avoir chapeauté ça, parce que c'est pas évident quand tu as beaucoup de récidives comme ça. Après, tu sais, faut pouvoir le faire. C'est une réussite. Hein, tu sais, on aime bien mettre en avant les réussites. Ça marche pas tout le temps comme ça. Avec Thomas, ça a très bien marché, mais ça n'a pas marché que grâce à moi ou que grâce à lui. Ça a aussi super bien marché. Je peux parler de l'entraîneur avec qui j'ai une bonne relation. C'est son entraîneur, c'est Alain. Je veux dire, ça a été un échange permanent. Quand ils sont partis en stage, on a réussi à réintégrer l'athlétisme aussi de façon aussi progressive que ce qu'on avait réussi à remettre la contrainte sur les ischios. Et son coach a été très très sensible sur ça. Donc il l'a fait vraiment suivi pour pas aller trop vite, pour prendre le temps. Et au final, les choses se sont enchaînées. Et bon, ben voilà, là, tout s'est bien aligné cette fois-ci. Hein. Ça sera pas toujours comme ça. Hein. Mais là, ça s'est bien aligné. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant de se dire que même dans des situations où c'est un peu dur, il y a de la ressource quand même. Il y a de la ressource. Ok, trop chouette. Voilà, moi j'aurais pu encore parler de ça 30 minutes parce que je trouve ça passionnant, mais c'est déjà très cool de nous avoir donné comme ça 5 minutes pour partager un peu ça et c'est trop chouette. Donc en tout cas, félicitations à toi Thomas aussi pour le travail que tu as fait avec Erwan, c'est cool, c'est chouette à entendre. Et puis voilà, je vais vous laisser retourner en séance tranquillement. De toute façon, là, c'est que le début. C'est trop bien. Et je te souhaite que ça continue comme ça pour toi, Thomas, et d'enchaîner les médailles. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter là. Mais tu es entre de bonnes mains avec Erwan, je pense. Donc, on se fait pas trop de soucis. Ça mise bien sur moi, c'est ça. Et toi, Erwan, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui sur le podcast. C'est vraiment cool. J'ai même mon micro qui se barre, à mon avis, il est ému. Tu vois, et il n'arrête pas de se remonter. Mais voilà, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. C'était trop cool de t'avoir. Et puis voilà, je te dis de toute façon à très très bientôt. Bravo pour ton taf aussi, pour ce que tu fais, pour le partage du vécu des praticiens, c'est toujours chouette. Moi, je suis un de tes premiers auditeurs, donc continue, c'est très sympa. Ah, c'est trop chouette, merci beaucoup. Allez, passez une bonne journée tous les deux. Salut, ciao. Salut. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes. Et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.